Après 8 années à mon compte et plus de 6 ans, je pense qu'on travaille ensemble, à peu près, et ben, j'ai eu une EIRL, on a eu une SARL, on ferme notre société. Bon, après, c'est marqué dans le titre, mais on ferme. Bravo. Ouais, on peut pas applaudir. Confetti et feux d'artifice. On aurait aimé, alors on va dire on parce qu'on est ensemble pour pour ce contenu quand même. Hein. Moi, je suis juste le sidekick, soutien émotionnel, mais voilà. Je suis la mascotte de la vidéo. Waouh, une mascotte qui parle. C'est une bonne mascotte. Pendant ces 8 dernières années, elle était très importante. J'aurais aimé vous raconter tout en détail, toutes les péripéties par rapport à cette raison-là, cette raison de fermeture. Mais pour le bien de tous et de toutes, je pense que ça va être plus raisonnable de ne pas rentrer dans tous les détails. Il n'empêche que la vraie raison de cette vidéo et la vraie raison de ce contenu, ça va être surtout d'apporter du soutien, du conseil et mes retours ou nos retours, surtout parce que toi aussi, même si tu es le sidekick, tu vas dire des choses. J'avais besoin de faire ce contenu pour apporter du soutien, apporter des conseils, apporter mon point de vue sur cette fermeture, en fait, finalement, d'entreprise. Parce que quand j'ai réfléchi à la fermeture de notre société, et j'ai rien trouvé de très intéressant. Il y avait très peu de contenu à l'époque sur lesquels me tourner pour trouver des réponses à mes questions, des conseils, un processus, vraiment une expérience en fait sur ça. Et je pense que c'est un peu ce qui manque, je trouve, au niveau de tout ce qui est entreprise. On voit beaucoup pour la création, pour le développement, mais rarement des choses quand ça merde. Parce que je pense que si on a tant de mal à trouver, c'est parce que se planter, c'est pas forcément quelque chose de bien vu. Interlude chat. Le chat a besoin de nous. Bref, quand ça merde, on trouve pas beaucoup de contenu. On trouve pas beaucoup de choses, en fait, sur comment ça se passe. Et comme on n'est jamais à l'abri de vraiment se planter, ben, ça va être l'occasion de vous montrer pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour nous. Et on va commencer par la question, pourquoi on ferme ? Pour plein de raisons. Il y a le contexte économique global déjà qui fait que, comme beaucoup d'entre nous, et comme beaucoup d'entreprises, comme plein de gens, on a eu une baisse de vente, on a eu beaucoup d'impayés, ce qui fait qu'au cumul, ça fait une grosse baisse de chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, pour la survie d'une entreprise, c'est quand même important. Parce que sans un chiffre d'affaires qui te permette de payer toutes les dépenses, et ben, on est dans la merde. L'entreprise n'existe plus. Finalement. Ouais, parce qu'avant le contexte compliqué, quand tout allait bien, ou en tout cas on avait l'impression que tout allait bien, bah, c'est les moments où tu baisses ta garde, où tu fais moins attention, où tu es moins prudent, parce que justement tout va bien. Et effectivement, dans cette période où tout allait bien avant la tempête, c'est que Julie, tu as eu l'envie insatiable, enfin tu n'arrivais pas à aller outre cette envie, que de faire beaucoup d'investissements et de prises de risques, de gros investissements et de grosses prises de risques. Plusieurs milliers d'euros. En grand nombre et surtout en même temps sur une courte période. Grosse erreur. Sauf que si tu as une énorme trésorerie qui peut éponger tous les dégâts si jamais ça se passe pas bien, ces prises de risques, pourquoi pas, après tout. Mais sinon, c'est vrai que je pense que c'est plus raisonnable d'étaler sur le temps les investissements et les prises de risques, surtout quand ils sont aussi énormes que ça, et de le faire en proportion par rapport à ta trésorerie. Vous savez tous et toutes que j'ai merdé. C'est un peu les leçons qu'on aurait pu partager à la fin de la vidéo, mais oui. Je pose ça là déjà maintenant. Effectivement, avant même que le contexte économique se casse la gueule, on avait bien préparé le terrain en faisant d'énormes prises de risques sur une courte période pour nous mettre bien dans le caca au niveau de la trésor. Comme ça, avec le contexte qui se casse la gueule, ça permet d'avoir un terreau bien fertile à la dette. Ce qui n'était absolument pas anticipé. C'est-à-dire qu'on n'a pas préparé les erreurs, c'est juste que ça s'est tellement empilé. Et quand on parle d'investissement, c'est même... à titre personnel, on a investi, enfin des deux côtés en fait, on a pris, à titre perso et pro. On pouvait rien faire. C'était dégâts sur dégâts. Il y a eu aussi des rattrapages qu'on a dû voir au niveau de la TVA, de l'URSSAF, des erreurs de calcul de notre côté, mais aussi d'autres côtés professionnels. Et plus des frais qu'on a eu d'avocats. Enfin bref, ça c'est... Des autres côtés professionnels. Ouais, des autres services. J'arrivais pas à définir d'autres services à qui on a fait appel.
Et du coup, c'était vraiment le cumul. En fait, au final, et je pense que c'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est pas forcément une chose qui vous met dans la merde. Pour nous, ça a été plusieurs choses cumulées. Et ça a été assez rapide au final parce que sur l'année 2023, on a pris cher et on n'a pas réussi ensuite à revenir sur 2024. Ça a été un cumul. Je dirais même 2022, on a vraiment cumulé depuis mi-2022 finalement. Sur 2 ans, ça s'est enchaîné et on a essayé de faire de notre mieux, mais en fait, au bout d'un moment, c'était plus possible. Et surtout, ce qui était dur, c'est que ça s'est enchaîné tellement vite et je sais pas toi, mais je crois que ça a commencé très tôt parce qu'au final, donc j'ai pris ces mauvaises décisions et ensuite on a eu tout le cumul au fur et à mesure et tous les mois, le truc qu'on se disait, voire parfois toutes les semaines au final, c'était on va fermer. Et donc comme on n'est plus rentable et qu'on a surtout plus les moyens finalement de pouvoir payer nos prestataires ou tout simplement les services, en fait on n'est plus capable de liquider des dettes. C'est-à-dire que vous n'avez plus assez d'actifs pour éponger le passif en termes comptables. On a été obligé de se mettre en cessation de paiement, puis de partir en liquidation. Liquidation judiciaire. Pourquoi ? Et d'ailleurs, c'est des termes qui font peur. Mais liquidation judiciaire, ça veut dire que vous avez des dettes, en fait. Vous n'avez pas pu éponger vos dettes. Et souvent, quand on entend ces termes, on a l'impression que c'est un truc genre criminel, je sais pas quoi. Mais il y a plein de termes comme ça qu'il faut apprendre à connaître. Et c'est absolument pas ça. Donc, c'est important d'apprendre ça et de ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide. Je pars déjà dans les conseils. Mais clairement, je pense que déjà d'aller se renseigner sur comment ça se passe, le processus, ça aide. Et nous, justement, en tout cas, pour ma part, ça m'a grandement aidé d'aller nous faire conseiller auprès d'une avocate et aussi d'aller voir au niveau du tribunal de commerce, etc. Il y a plein de choses à faire. Donc... Et je pense que si on parle au niveau des conseils... Vu qu'on parle, on va partir sur quelle leçon on en retient. Parce que là, clairement, c'est le moment. Ouais, mais tu vois, sur ce côté de liquidation judiciaire, au niveau des formes juridiques et tout le bordel... Je pensais au changement qu'il y a eu entre le IRL et la SARL. Je pense qu'on aurait dû être encore plus accompagné sur ce changement. Parce que certainement que c'était trop tôt pour nous de passer en société. Le passage en société a sans doute donné des ailes aussi sur ce truc de vouloir faire plein d'investissements. Ça a accéléré, mais en fait, ça a accéléré la chute. Parce qu'en fait, on a fait une bonne année en termes de chiffre d'affaires. En fait, on a transitionné sur une bonne année en termes de chiffre d'affaires et après, ça n'a fait que dégringoler. Je sais même pas combien on a fait ces dernières années, mais genre, on a fait vraiment très peu, genre moins de... Très peu. 2 fois, voire 3 fois moins que ce qu'on faisait avant. Et ça a dégringolé. Bah, la première année de la société, c'était OK si on enlève... les grosses pertes à cause des investissements trop risqués et trop nombreux, on ne va pas revenir là-dessus. Mais... Merci. mais sûrement que si on n'était pas passé en... Bon, après, on va refaire le monde, bien sûr, mais si on n'était pas passé en société, sûrement qu'on aurait moins eu cette tentation à faire autant d'investissements. Et si on avait été mieux conseillé, peut-être qu'on aurait pu nous dire en fait, vous n'avez pas besoin de passer en société tout de suite. C'est pas le moment pour le faire, etc. Enfin, je pense qu'on n'a pas eu assez un vrai accompagnement de transition et puis un vrai regard d'expert sur ces formes juridiques d'entreprise et tout ce qui touche au fiscal, etc. Est-ce que ça implique par rapport au projet qu'on avait aussi? Parce qu'au final, je pense que on a vu court terme, c'est plusieurs années, c'est genre 2-3 ans. Et je pense qu'il aurait fallu voir plus loin pour voir comment ça se passe, surtout en termes de charges. Et même pour un simple détail qu'on aurait pu savoir, enfin, je pense que n'importe quel conseiller juridique d'entreprise, je sais pas si c'est le titre exact, enfin bref. Je ne sais pas ce que tu vas dire après. N'importe quel expert en la matière aurait pu nous dire très vite, lorsque vous allez passer en société, tous les bilans que vous aviez avec votre URL ne seront plus comptabilisés dans les différents projets personnels que vous pourrez avoir par la suite. Parce que c'est clairement à cause de ça, si on n'a pas pu aller au bout de notre projet d'achat immobilier, notamment parce que tous les bilans de l'EIRL n'étaient plus comptés. Il y avait seulement la première année de bilan de la SARL qui était pris en compte, et évidemment, ça ne suffit pas, une seule année de il part du principe, en fait, tout le travail qu'on avait effectué et que j'avais effectué au tout début, c'était comme si ça n'existait pas. Et rien que ça, si on nous avait dit
Attention, si vous passez en SARL, vous pourrez pas aller sur votre projet d'achat immobilier parce que vous aurez qu'une seule année de bilan. On ne l'aurait pas fait. Non, je pense qu'on l'aurait pas fait du tout. En fait, je pense qu'on l'a fait parce que on a eu plus de facilité à acheter notre premier appartement quand j'étais en EIRL en fait, et je pense que je sais pas exactement comment il a fait, mais à mon avis, il y avait quoi, 1 ou 2 bilans et ça a suffi. Et je pense que je pense qu'on avait aussi nos comptes chez eux et à mon avis, ça les a rassurés qu'on ait nos comptes professionnels et personnels. Et du coup, il y a plein de choses qui font que ça, c'est juste un exemple. Mais il y a aussi un accompagnement sur la gestion des charges, des choses qui ont changé. Vraiment, franchement, le premier conseil, on en a déjà donné, mais le premier conseil, c'est de vraiment être accompagné et d'avoir un double avis sur les choses. Parce que ce soit pour l'expert comptable, pour l'avocate ou l'avocat, ou les personnes dans le domaine juridique, ou tout ce qui va être l'accompagnement sur votre business, c'est bien de prendre un avis, mais c'est bien d'être très chiante. La prochaine fois, si on remonte un business ou si jamais je réouvre une entreprise, je serai chiante. C'est-à-dire que si j'ai pas la réponse, tant que je ne comprends pas, tant que ce n'est pas clair, tant que je n'ai pas la certitude d'avoir tout compris et que c'est bon pour moi, je serai chiante jusqu'au bout et je poserai les questions. Parce que le problème, c'est pas de faire trop confiance, mais c'est de se dire « Ah, la personne, elle sait, donc on y va. » Et ça nous a causé préjudice à plusieurs reprises. Donc vraiment, soyez chiante. Je crois que soyez chiante parce que c'est votre business, vous avez le droit de comprendre. Et même toi, en fait, il y a des moments où tu as voulu être chiant. Et je trouve que c'est bien d'être chiant dans ces moments-là. Genre, tu sais, tu t'insistes. Et ben en fait, ouais, faut insister. Faut pas hésiter. Et avant de passer aux leçons, parce que je pense qu'on a sauté les étapes trop vite, il faudrait que tu parles de tout le process émotionnel. Parce qu'effectivement, on a dit qu'il y avait toute cette période où à chaque fois, tu étais en mode on va fermer. En fait, non, on arrivait à redresser la barre jusqu'à ce que t'en avais juste marre et tu décides de fermer. Mais comment tu t'es senti émotionnellement à cette idée de fermer la société? Ouais, bah c'était dur. Hein. Bah, je pense que tu le sais, hein, c'était super dur. Si je pose la question, c'est pas pour moi. Mais, déjà, de base, t'as beaucoup mieux vécu les choses que moi. Moi, je pense que j'ai été vraiment très impliquée déjà parce que c'était mon entreprise initialement. Ça fait 8 ans que j'ai ouvert ça. C'est vraiment un projet qui me tient hyper à cœur. C'est même une vocation d'entreprendre. Je pense que je suis faite pour ça à 100%. Je pense que j'ai mal vécu les choses parce que j'avais l'impression d'être entièrement responsable de tout ce qui se passait, dans le sens où, et ça n'enlève pas ma responsabilité, dans le sens où j'ai fait de grosses merdes, de grosses erreurs. Il y a des choses que je referais différemment, parce que maintenant j'ai appris, donc c'est toujours après coup qu'on fasse les choses. Mais j'avais l'impression, en fait, que c'était... Je sais pas si je pourrais dire que toi, t'avais l'impression que c'était la fin du monde pour moi. Mais j'ai pas le sentiment que c'était la fin du monde, plus genre une perte de sens. Pas quand tu as décidé de fermer. Mais tout au long du voyage, où tu sentais le vaisseau couler. C'est un vaisseau, notre business. Il y a eu des moments où c'était un peu ça, le sentiment de fin du monde. Moi, j'étais là à relativiser le truc. Et je pense que si je l'ai bien vécu, c'est aussi parce que avant même ce moment difficile, depuis le début quasiment, enfin, je pense que beaucoup d'entrepreneurs se reconnaîtront là-dedans. Hein. C'est pas évident d'avoir un état d'esprit toujours dans le haut de la vague. C'est pas possible. Voilà, d'avoir un état d'esprit toujours confiant et de certitude absolue que tout ira bien. Et en fait, depuis le début, même si à l'époque de l'EIRL, tu avais une visibilité sur plusieurs mois au niveau de ta trésorerie, s'il y avait une période où tu voyais que tu perdais 1 mois de visibilité, même si tu avais encore 3 mois de visibilité derrière, c'était déjà un drame. Et tu pensais que ça y est, c'était terminé, qu'on allait devoir fermer la boîte. Et je me souviens qu'à cette époque-là, donc c'était vraiment au tout début de ta vie d'entrepreneur, je te disais, mais je trouve que c'était très dur avec le recul, mais... Ah bah bien sûr que c'était dur. Je te disais, je nous souhaite presque qu'on ferme. En fait, son souhait s'est réalisé.
Il a souhaité beaucoup très fort. d'années plus tard, mais je nous souhaite presque que ça arrive pour que tu te rendes compte que c'est pas la fin du monde, justement, parce que je voyais dans quel état ça te mettait quand tu imaginais que ça arrive. Et... Ouais. Et moi, j'arrivais pas parce qu'avant que je dise ça, bien sûr, j'avais des tentatives de soutien et j'essayais de te rassurer, mais ça marchait pas. Donc, j'arrivais à ce stade où je te disais juste, je nous souhaite presque que ça arrive. Comme ça, tu te rendras compte qu'en fait, on survit. On survit à tout ça et que c'est pas... Non, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc, Et la réponse, c'est que c'est pas la fin du monde. Bah non, la preuve en est. T'es toujours vivante, je suis toujours vivant, Bah, on est là. C'est pas la fin du... Je pense que quand on entend la fin du monde, on sent comme un gros abattement, genre c'est genre c'est une fin. C'est la fin d'une étape. C'est ça, mais pour une autre. Mais j'ai eu besoin de temps pour voir ça parce que heureusement je suis allée voir ma psy, heureusement j'ai Rémi, heureusement j'ai pu en parler avec des personnes de confiance, j'ai pu avoir un peu plus de contexte parce que c'est pas forcément évident, mais c'est une fin et je pense que j'en avais aussi besoin parce que sur les 6-8 derniers mois j'étais déjà dans le processus de voir qu'est-ce que ce serait après. Enfin, c'est un peu mon fonctionnement, en fait. J'ai tendance à faire le processus assez rapidement et déjà de me dire après. Mais là, je pense que justement, je vais avoir un entre-deux et ça va être bien. Mais c'était dur parce qu'il faut avoir des personnes qui soient là, pas en mode je te l'avais dit, la prochaine fois. On en a comme ça dans notre entourage. Des personnes qui sont là, maintenant, s'il y a une prochaine fois, faudra pas faire ça, ou alors vraiment, si jamais tu recommences, t'as vu ce qui s'est passé, qui sont vraiment dans la peur, en fait. Je pense qu'il faut vraiment avoir un système de soutien, peu importe ce que c'est, comme forme, si c'est en ligne, si c'est psy, si c'est proche, tout à la fois, qui vous permet justement d'avoir une autre perspective. Et finalement, la plus grosse peur et ta plus grosse inquiétude, c'était les on-dit. Ah oui. C'était la perception des autres sur ton échec. Et avec là, cette vidéo, le doigt là où il faut pas. Avec cette vidéo, c'est très dur parce que je pense que c'est une des choses qui me fait le plus peur en ce moment. Après, je trouve que les choses se sont bien faites entre guillemets, parce que c'est comme si pendant ces 2 dernières années là, tu avais déjà commencé à baigner dans le bain des on-dit et des remarques de merde. Ah oui. Parce que depuis que tu as pris un CDI, tu te prends énormément de jugements. Alors, c'est pas du tout la majorité des retours que tu te prends. Hein. Heureusement, il y a surtout beaucoup de retours positifs de personnes qui continuent d'apprécier ce que tu fais et qui voient la valeur dans ce que tu fais. Oui. Mais il y a une minorité quand même de personnes qui te jugent et qui considèrent que tu as raté, que comment tu peux oser continuer à donner des conseils à d'autres entrepreneurs alors que tu as pris un CDI, mon Dieu, mais quelle honte. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Voilà, enfin, non, c'était pas aussi méchant, ça, voilà, mais... c'était pas aussi méchant, mais ça questionnait, voilà, ça questionnait quand même ta position, ton positionnement. Mon image, en fait, depuis, parce que oui, la solution pour quand vous êtes dans la merde avec votre business, oui, prenez un job. N'attendez pas que ce soit la merde, pleine merde, pour prendre un job. Voilà, d'ailleurs, c'est une des erreurs qu'on a fait aussi. Attendre trop longtemps. Julie a pris son CDI il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi. Ouais, il y a presque 2 ans. Ouais, 1 an et demi, c'est comme les enfants. Il y a 1 an et demi. Et on a continué à me rémunérer avec la société pendant ce laps de temps. On a une enfant en IEF, donc il fallait aussi composer avec ça, trouver 2 jobs qui puissent faire le taf. Mais on a attendu. Toi, comme tu te responsabilisais sur les grosses erreurs à cause des investissements et des prises de risques, on va pas se répéter. Mais voilà, tu culpabilisais beaucoup sur ça et du coup, tu voulais faire tout ton possible pour que je n'ai pas à prendre moi aussi un CDI. Oui, à subir les conséquences de mes erreurs, clairement. Et je pense que ça, c'était une des plus grosses erreurs. Dans le sens où parce que finalement, moi, j'ai repris un CDI aussi en octobre de cette année, donc il n'y a pas très longtemps. En novembre, ouais. En octobre de donc l'année il y a dernière. à peine 6 mois, quoi. Et si je l'avais fait en même temps que toi, si j'avais pris un CDI en même temps que toi et qu'on avait arrêté de se rémunérer tous les deux, je pense qu'on aurait pu éponger plus vite. Voilà, et qu'on n'en serait certainement pas là aujourd'hui à devoir fermer. C'était trop tardif. Voilà, mais bon, c'est comme ça, mais il y avait quand même des solutions en fait finalement pour sauver la société, et je pense que prendre un CDI,
c'est pas un gros mot, ça ne devrait pas être Ou un un tabou. CDD, un Et ça job. ne fait pas, de l'entrepreneur qui essaie de trouver des solutions pour maintenir sa société. Ça ne fait pas de cet entrepreneur plus un entrepreneur. Donc, clairement, il y a plein de solutions différentes pour essayer de ramener de la trésorerie quand on en a besoin. Bah, ça a été une des solutions qu'on a choisies parce que tu te sentais Pour moi, plus c'était en la plus lien, évidente. plus aligné avec ça Ah aussi. oui. Tu ne voulais pas d'autres solutions. Moi, à l'époque, je te parlais beaucoup de reprendre des contrats en freelance et à cette époque-là, bah, tu ne voulais pas. Tu préférais. C'est une question de préférence aussi. Et toi, tu préférais un CDI plutôt que des contrats en freelance. Et c'était Pourquoi plus pas facile, et c'était plus direct, et c'était plus enfin pour moi c'était plus rapide, et hop, c'est fait quoi. Mais c'est pas facile de parler de ses erreurs, n'empêche, hein. Je me rends compte. Interlude. Mais du coup, voilà, je disais pas facile. que cette année et demie avec ce choix de CDI, ça a permis de te baigner un peu dans dans cette merdasse de jugement. Parfaite. Plutôt que, tu vois, s'il n'y avait pas eu ce passage-là, et que direct tu dis, il y a cette pression de fermer la boîte, et là tu te dis, oh là là, je vais me prendre plein de jugements dans la gueule, mais en fait c'est bon, t'as déjà été un peu habitué là. Bah, alors ça sera pas du tout les mêmes niveaux de jugement, mais t'as quand même... c'est comme quand tu te prépares à aller dans l'eau froide, tu vois, tu vas petit à petit. Là je suis au niveau du nombril, je pense. Après je vais me prendre... Mais c'est pas facile de parler de ses erreurs, c'est pas facile de dire qu'on a merdé, c'est pas facile de dire qu'on aurait fait autrement et qu'on n'a pas pris la direction qu'on voulait, et que... c'est pas facile. Mais je pense que si je le fais, c'est pour aussi montrer que c'est... J'allais dire c'est pas grave, mais en même temps... Il y a plus grave en tout cas. Il y a plus voilà, c'est ça, il y a plus grave. Si ça peut... Évidemment que ça va avoir des conséquences, et évidemment que c'est important. Mais... Vraiment, je préfère ça que d'être en mode rien n'a existé. C'est ce que je disais, l'illusion du business qui ne rencontre aucune difficulté. Et ce genre de difficultés financières, on n'entend pas assez parler. On devrait en entendre plus parler. Comme si c'était plus valorisant de ne jamais rencontrer de difficultés, d'avoir une société qui est tout le temps dans le haut. À faire toujours plein d'argent, tout le temps dans la croissance. Donc voilà. Là, ça serait apparemment beaucoup plus valorisant qu'une personne qui vit des difficultés, qui doit prendre des décisions difficiles. Oui. Non. non, mais en fait, ce qui m'a... Et je pense que j'en parlais là quand même, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et c'est la mentalité qu'on a, parce que du coup, évidemment, je suis encore cataloguée dans... J'accompagne les entrepreneurs, et c'est ce que j'aime faire, et c'est ce que je sais faire. Et du coup, le fait d'avoir des difficultés avec son entreprise, et le fait d'avoir des problématiques dans son business, de dire je ne gagne pas assez d'argent mais je montre aux gens comment le faire, c'est comme si ça, dans ma tête pendant longtemps, c'est comme si ça effaçait tous les résultats que j'ai eus, tout ce que je sais faire, tous les résultats de vous, de l'audience qui me regarde et qui utilise les contenus que je poste, ou nos clientes, ou mes résultats tout simplement, comme si ça n'existait pas, ou comme si j'étais une fraude, comme si j'étais comme si j'étais quelqu'un qui mentait en fait. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Comme si au moment où tu avais pris ton CDI, ça avait effacé les 8 années. Oui, ça et ce moment-là. Où tu n'en avais pas. Et ce moment-là aussi. Ce moment où je dis, bah on ferme. Et que j'ai merdé, que j'ai fait... Tu vois ? Ça, c'est dur. Prendre des risques, oui, mais pas tous en même temps. Oui, vous avez envie d'y aller. Oui, il y a des choses financièrement qui sont cool. On vous promet monts et merveilles. Ou alors, il y a des choses que vous avez envie d'explorer. Je pense notamment aux personnes qui sont comme moi, qui partent dans tous les sens. Oui, mais pas tous en même temps. Parce que si vous n'avez pas des bases solides, et notamment financières, et que vous n'êtes, pour certains projets, vous n'êtes pas prêt à perdre la mise semblable en fait, l'argent que vous misez, entre guillemets, ou que vous investissez, vous n'êtes pas prêt à le perdre, et que ça va mettre en danger votre entreprise, même si vous avez l'impression que vous allez pouvoir le récupérer, ne faites pas ça. Je pense que c'est une des erreurs à ne pas faire. Et surtout, prendre des risques, mais un à la fois. Pas forcément tous en même temps. Et c'est bizarre, mais je le faisais pas avant. Et là, je pense que... Pas forcément à la fois, mais en tout cas, avoir l'intelligence... Pardon. Merci. Non, mais je dis pas que t'es pas intelligente, mais... À ce moment-là, je devais pas avoir l'intelligence financière de regarder sa trésorerie et de se dire... combien ma trésorerie elle peut éponger de risques en pro et perso, si vous voulez, prendre la décision en conséquence. Mais ça, c'est justement mon autre conseil, c'est de calculer et de suivre vos finances au centime près,
chaque semaine ou chaque mois, même si vous déléguez ou même si vous avez l'impression que tout roule. Pourquoi ? Notamment, ce que vous versez à l'URSSAF, ce que vous versez auprès des cotisations sociales. La TVA aussi. Parce que ça, je peux vous dire que quand il y a des erreurs, nous, on l'a payé cher, et ben c'est vous qui prenez. Donc, et c'est à vous de prouver que vous êtes dans le juste, c'est à vous de montrer patte blanche, que vous soyez accompagné ou non. Et même si vous êtes pas, même si vous faites patte blanche, même si vous arrivez à prouver que vous n'avez pas fait l'erreur et que l'erreur vient de l'extérieur, c'est quand même à vous de payer derrière. Oui. Donc, même si vous déléguez, reposez la question, recalculez, ayez des systèmes pour ça. Nous, on l'a eu, mais on l'a pas fait assez près, et c'est ça qui nous a mis dans le caca, parce que, encore une fois, c'est bien de déléguer, mais ça suffit pas. Et ça, c'est hyper important. Et l'autre chose, c'est de demander conseil auprès de professionnels, on vous l'a dit, double avis s'il le faut. Et pour finir, même si on pourrait dire plein de choses là-dessus, et peut-être que vous allez avoir des questions en commentaire. Moi, je me demandais... Alors, je sais que tout le monde n'a pas un Rémi. Ça y est, il commence... Je sais pas s'il aurait dû commencer sa phrase avec cette... Non, mais tout le monde n'a pas un Rémi, mais je pense que tout le monde a une personne vers qui on se tourne. Il n'y a pas de couronne, mais imaginons que tu en as une. Quand on a des doutes, quand on a une grosse décision à prendre et que voilà, on a besoin d'un avis extérieur, j'imagine que voilà, on a toujours besoin d'une oreille attentive à un moment donné, non ? Ma question, c'était parce que je pensais... Je pensais que tu allais dire autre chose, mais vas-y. Quoi ? Non, vas-y. Je pensais être ton garde-fou. Et la preuve en a été que il y a 2 ans, j'ai pas été un garde-fou super efficace. donc la question que je me pose, c'est... Parce que tu sais, en fait, j'ai la tentation de me dire, comme conseil, écoutez votre garde-fou, genre, tu vois. Sauf que le problème, c'est que... La voie de la prudence, tu veux dire ? Ça peut vite... Non, mais quand t'as quelqu'un qui te dit... Ah oui. Franchement, non. Oui, ne fais pas ça. Le problème, effectivement, c'est que si tu l'écoutes, ça peut freiner beaucoup de choses. Et je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux... Comment trouver le juste milieu, quoi, en fait ? Le juste milieu... Tu sais ce que je pensais que t'allais dire ? Bon, je vais déjà répondre à ça, mais... La première chose, c'est prendre plus votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Quand il n'y a pas d'urgence... Oui, mais c'est facile de dire ça avec le recul. Oui. Mais sur le moment, quand t'as l'excitation de ouf, comme tu l'avais... Justement, quand vous êtes dans l'excitation, en mode « tout est génial, la vie est trop belle, je suis riche et tout va bien », c'est pas le bon moment pour prendre une décision. Quand on n'est pas dans la neutralité, on est dans la bêtise de l'euphorie, ou alors quand on est en bas, on est dans la bêtise de tout le monde c'est de la merde. Donc en fait, il faut réussir à identifier quand on est euphorique et quand on est déprimé, quoi. Exactement. Et à trouver pour moi, la neutralité, c'est la paix. C'est peu importe la décision que je prendrai, j'assumerai. Et je pense que ça met du temps. Mais il vaut mieux prendre le temps que de rusher, de se dire il faut que je le prenne parce que sinon c'est ça. Et ça pourrait être toute une autre discussion sur le marketing. Si j'avais été plus ferme, non, je pense que ça aurait changé quelque chose. Genre, je pense que je t'interdis. Non, je pense que je t'interdis de faire cet investissement. Je pense que ça sert à rien. Non, parce qu'en fait, ça déresponsabilise l'autre et pleinement c'est ma faute. Tu l'aurais quand même fait ? Non, je pense qu'on aurait discuté et j'aurais cherché à comprendre pourquoi c'est interdit. Tu vois, j'aurais été en mode... tu aurais réussi à me convaincre de... Je pense que j'aurais négocié, me connaissant. Je pense que j'aurais négocié et en fait, je pense que quand on a une surassurance, et je pense que c'est ce qui m'est arrivé, en mode « oui, mais regarde, il y a ça, oui, il y a ça ». Non, je pense que c'est le truc. Mais l'autre chose, c'est que quand on n'a pas un Rémi, moi je pensais que tu allais dire « demander à ChatGPT ». N'importe quoi, ça m'est pas du tout venu à l'esprit. Bon. Mais parfois, quand on pose des questions, quand on ne sait pas trop, quand ça va pas trop, etc., c'est un conseil si jamais vous voulez parler à quelqu'un, vous pouvez aussi vider votre sac. Faire quand même attention sur aux le robot. Sources parce que ChatGPT ne vérifie pas toujours ses sources. C'est ça, exactement. Mais ça fait du bien sur le moment, sans forcément chercher à suivre les conseils qu'il donne, juste pour faire du bien. Pour le mot de la fin, une des choses qui m'a permis sereinement de pouvoir dire on ferme, c'est déjà qu'on soit ensemble et que j'ai eu le temps de digérer, mais surtout c'est d'être en thérapie avec la psy, on en a parlé, et il y a une des choses qu'elle m'avait remontée, c'était que parfois prendre la bonne décision, c'est pas forcément la décision la plus agréable, la plus simple, la plus évidente aussi, parce qu'en fait j'ai tellement lutté en me disant mais je peux réussir à faire autrement, je peux réussir à remonter, je peux réussir à réparer, mais c'est surtout la plus juste. Et c'était
évident pour moi que c'était difficile, mais fermer, en fait, ça m'a paru être la chose la plus... Ouais, qui me faisait me sentir à ma place. Sur le moment, c'était la bonne chose à faire, même si c'était pas forcément ce que j'avais envie qu'il se passe, en fait. Et souvent, c'est ça, on lutte, mais on s'autorise pas à clôturer quelque chose, et c'est en clôturant quelque chose que, justement, on pourra avoir la suite. Et du coup, la suite pour nous, qu'est-ce que ce sera ? Je pense qu'on va faire une pause. Hein. Honnêtement, moi, je vais faire une pause. Je pense que toi, Rémi, déjà, t'es en mode pause, j'ai l'impression, depuis un moment. En fait, tu vois le truc arriver, mais depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que t'es un peu en mode pause, tu vois, genre, on va voir ce qui se passe. Personnellement, je vais prendre une pause et je sais que 2024 va être sous le signe de... Je vais continuer à faire ce que j'aime, à créer du contenu. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a demandé, est-ce que tu vas continuer à créer du contenu ? Oui, parce que j'aime ça, en fait. Je faisais ça avant d'avoir un business, je faisais ça, créer du contenu. Et est-ce que je rouvrirai une autre entreprise ? Peut-être. Je me le souhaite parce que j'aime trop entreprendre, mais je ne sais pas encore. Donc on verra. À bientôt du coup pour de nouvelles aventures. Et c'est Ghost qui va vous dire au revoir. Et au revoir Ghost.